France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique. Bonjour. L'ascension d'Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne en janvier 1933 a eu les conséquences terribles que l'on connaît. On sait sans doute moins comment les arts en général et la musique en particulier ont pu jouer un rôle dans la politique du régime nazi. L'exclusion des Juifs de la vie musicale allemande reste la partie la plus visible de ce phénomène. Après la guerre, l'Allemagne doit se reconstruire et reconsidérer la place de la musique dans la société. C'est ce que propose de nous faire découvrir ou mieux connaître Élise Petit, mon invitée, dans un important travail de recherche, musique et politique en Allemagne, du Troisième Reich à la guerre froide, aux presses de l'Université de Paris-Sorbonne. C'était le 30 juin 1943 à Berlin, dans la Philharmonie, l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Wilhelm Furtwängler. C'était le début ou l'ouverture de Coriolan de Beethoven. Bonjour Élise Petit. Bonjour. Vous êtes musicologue et chercheuse associée à l'Université de Paris-Sorbonne et donc l'auteur de ce livre « Musique et politique en Allemagne du Troisième Reich à l'aube de la guerre froide ». Donc vous retracez, selon un parcours chronologique, la place de la musique dans la société allemande, donc depuis l'ascension d'Hitler au pouvoir. Est-ce que, au départ, très vite, dans la mentalité et dans le régime nazi, la musique a tenu une place importante? Est-ce que c'était fondamental pour le régime nazi? La musique avait une place réellement fondamentale, effectivement, et ça vient du fait de la très grande mélomanie de Hitler, qui était lui-même un fervent admirateur de Wagner, et aussi de la très grande mélomanie des acteurs culturels tels que Joseph Goebbels ou même Alfred Rosenberg. Donc la musique était effectivement omniprésente, à tel point que ce régime a été qualifié de dictature chantante. Donc il leur a été tout de suite évident qu'il fallait que la politique ait la mainmise sur la vie musicale en Allemagne.
Et surtout que la purification que voulait Hitler de toute la société allemande s'applique en premier lieu à la musique et aux autres arts. Purification, donc peut-être faut-il développer ce concept. J'ai parlé effectivement de l'exclusion des musiciens juifs des orchestres allemands. C'est ce qu'on connaît le mieux, mais qu'est-ce que ça englobe, Élise Petit, cette purification? Alors ça englobait aussi l'exclusion de tous les compositeurs qui déplaisaient par leur idéologie politique, donc toutes les musiques composées par des compositeurs trop à gauche ou communistes, et également les compositeurs jugés trop modernes. À l'époque, le régime faisait une grande assimilation entre bolchevisme, juif et modernité, dont le représentant était Arnold Schoenberg. Donc il y a un grand amalgame qui se fait contre toutes ces musiques qui déplaisent. Donc bolchevique, juif et moderne, effectivement, ça laisse quand même une belle marge de manœuvre. Alors quels sont les compositeurs, par exemple, qui étaient tout de suite, qui ont été bannis du régime? En premier lieu, Schoenberg. Oui. Kurt Weill, Oui. Hans Eisler, qui étaient en plus, eux deux, politiquement ancrés très à gauche. Et puis, bien évidemment, les compositeurs morts, juifs comme Offenbach ou Félix Mendelssohn. Oui. Est-ce que cela signifie que donc il y avait un droit de regard sur la création, sur la musique moderne, enfin contemporaine allemande dans ces années, dès ces années 30 alors? Alors voilà, et ce droit de regard, il a été instauré par la création de la Chambre de musique du Reich par Joseph Goebbels au sein du ministère de la Propagande. Et effectivement, pour pouvoir vendre une œuvre en tant que compositeur, on devait être membre de cette chambre. Et pour être membre de cette chambre, on devait remplir un questionnaire extrêmement détaillé, attestant aussi des origines aryennes. Donc ça permettait d'exclure tous les compositeurs dont on ne voulait plus. Est-ce que il y a également dans cette politique musicale nazie, est-ce qu'il y a également un regard sur ce qu'a pu être la vie musicale durant la République de Weimar? Alors c'est justement ça qui est très intéressant, c'est que Hitler a défini véritablement sa politique musicale en protestation, enfin en réaction contre toutes les expériences modernistes sous la République de Weimar. Il avait une haine vraiment pour la musique de cette période, donc toutes ces musiques ont été mises à l'index, ce qui arrangeait aussi Alfred Rosenberg, l'idéologue du régime, et ce avec quoi Joseph Goebbels, le ministre de la Propagande, était un peu moins à l'aise, puisque lui, il aurait voulu tolérer certaines formes de modernité. Et ce qui déplaisait dans cette esthétique de la musique de l'époque de la République de Weimar, c'était quoi? C'était son côté trop moderne, peut-être trop agressif, ou alors est-ce qu'il y avait également une sorte de liberté aussi de mœurs, de pensée qui déplaisait? Voilà, cette modernité, pour eux, c'était révélateur d'une décadence qui était liée d'ailleurs à la ville de Berlin, dont ils voulaient se défaire. Donc la modernité et surtout tous les mouvements artistiques, comme le mouvement Dada, par exemple, qui voulait choquer le bourgeois, donc avec des musiques très choquantes. Tout ça, on voulait l'effacer et revenir à une société aryenne, basée sur des fantasmes d'une Grèce antique revisitée. Et alors, si à partir de 1933, si on était compositeur et qu'on voulait être joué, est-ce qu'il y avait également des critères là purement esthétiques auxquels il fallait se soumettre, ce qu'il fallait écrire dans tel ou tel style pour avoir une chance d'être joué à l'opéra, à l'orchestre, mais aussi peut-être pour les compositeurs de musique populaire, de variété, on va dire? Oui, il y avait effectivement d'autres critères qui étaient l'absence de ce qu'on appelle atonalité, donc qui est aussi lié à la modernité. Ceux qui ont le plus de succès dans leurs opéras, c'est ceux qui traitaient de sujets chers à Hitler, donc l'Allemagne éternelle ou le combat contre des personnages juifs ou ce genre de sujets très archétypaux. Mais certains compositeurs pour lesquels des origines aryennes avaient été attestées, pour cela, on tolérait certaines formes de modernité. Donc c'est pour ça que c'est avant tout une épuration ethnique finalement du milieu musical qui a été effectuée. Et dans le domaine de la musique populaire, puisque vous en parlez assez largement dans votre livre, quels étaient aussi là, les critères auxquels il fallait se soumettre, la musique qu'on pouvait entendre à la radio ou dans les musicals ou les choses comme ça? Alors ce qui est très drôle, c'est que le jazz a été banni normalement, immédiatement à la prise de pouvoir, mais finalement Goebbels il s'est rendu compte que le jazz était extrêmement populaire en Allemagne. Donc ce qu'il a essayé de faire, c'est de le nazifier et de créer des groupes de jazz nazis, sauf qu'il leur demandait de jouer sans swinger. Donc c'était un peu compliqué, ce qui fait que le jazz nazi n'a pas vraiment eu d'heure de gloire.
hast die schöne Geige sehen. Du bist wohl verrückt, jeden Augenblick kommt er vom Konzert zurück. Oh, so ist die Geige jetzt nicht hier. Du, ich müsse die Geige haben. Oh, friss mich nicht auf. Wir neulich spielten, ich wurde verrückt. Das werd ich. Hast du mich schon gesehen? Nein, ihr kam erst heute Nachmittag. Ich muss jetzt wieder Geige Ich muss spielen jetzt sehen. und sehen. Das Wort gib mir noch einen Kuss. Marita Poselt, Christer Saint-Hill, l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig dirigé par Lothar Zagrossek. C'était un extrait de Johnny spielt auf d'Ernst Krenek. Élise Petit, on imagine que cet opéra fait partie de ceux qui n'avaient pas trop le droit de se faire entendre. Voilà, il avait été créé bien avant l'arrivée de Hitler au pouvoir et surtout ce qui a extrêmement déplu, c'est que le personnage principal était noir et c'est lui qui convertissait les Allemands au jazz. Et d'ailleurs, ce musicien a servi d'illustration à la couverture du catalogue de l'exposition qui s'est appelée Entartete Musik, musique dégénérée en 1938. Alors justement, dans lequel cette fameuse, de triste mémoire, exposition dans laquelle était explicitement tout ce qu'il fallait fuir, quoi, et tout ce contre quoi le régime s'opposait. Alors dans le domaine de la musique, qu'est-ce qu'on pouvait y voir dans cette exposition de 1938 à Düsseldorf, c'est ça. Voilà, c'était à Düsseldorf. Et ce qui était déjà très novateur, c'est qu'il y avait des cabines d'écoute personnelles, individuelles, dans lesquelles on pouvait encore entendre certains enregistrements, notamment de Kurt Weill ou de Krenek. Et puis il y avait toute l'opérette, tous les créateurs juifs, donc morts ou vivants. Le jazz était en très bonne place, mais il y avait aussi des ouvrages théoriques, comme des traités de Schoenberg ou des extraits de revues musicologiques également. Mmh. Alors justement, à propos de musicologie et d'histoire de la musique, est-ce qu'il y avait une relecture de l'histoire de la musique ? Alors ça, c'est une collection qui s'est appelée l'héritage allemand, qui est vraiment très intéressante avec le recul, où en fait on essayait d'annexer des compositeurs autrichiens par exemple, qui devenaient allemands, et puis ça suivait souvent d'ailleurs les conquêtes territoriales de l'armée nazie. Donc on annexait véritablement les compositeurs et on en faisait des compositeurs de la grande tradition germanique. Et bien sûr, on oubliait de parler de tous les autres. Mmh. Alors dans cette grande tradition germanique, bien sûr, figuraient Mozart, Beethoven, Wagner, Bruckner et d'autres que l'on peut imaginer. Mais alors, pour les interprètes, pour les chefs d'orchestre, pour les pianistes, pour les chanteurs, qu'est-ce qu'ils pouvaient espérer, qu'est-ce qu'ils pouvaient attendre? On sait évidemment que tous les musiciens juifs ont quitté l'Allemagne, ceux qui pouvaient. Mais pour les chefs, par exemple, qui sont restés, un Karajan, un Furtwängler, un Karl Böhm, puisque vous les évoquez dans votre livre, Élise Petit. Alors la carrière dépendait aussi beaucoup des preuves d'allégeance qu'on faisait au régime. Ceux qui n'ont pas soutenu le régime mais qui sont restés vivre en Allemagne, ils sont très rares. Par exemple, Karl Amadeus Hartmann sont rentrés dans ce qu'on appelle un exil intérieur et ont interdit que leur musique soit jouée. Mais si on voulait continuer à exercer, ça voulait dire qu'on était membre de la chambre de musique du Reich, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on était nazi ou collaborationniste, mais en attendant, on devait fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Par exemple, que l'hymne nazi soit joué au début du concert. Quand on était chef d'orchestre, on le dirigeait. Donc il fallait quand même s'accommoder des différences idéologiques. Alors on sait que la position de Wilhelm Furtwängler était assez ambiguë, assez difficile à cerner. En revanche, il semble que Karl Böhm, sa position était plus claire. Oui, il était membre bienfaiteur de la SS. Il a été nommé à l'Opéra de Dresde par Hitler en personne. Il figure sur la liste des compositeurs bénis de Dieu. Il a reçu la Croix de guerre. Enfin, il a eu énormément d'hommages qui lui ont été rendus sous le régime parce qu'il a prêté allégeance à de très nombreuses reprises envers le régime. Alors justement, vous, Élise Petit, vous venez de citer cette fameuse liste des artistes bénis des dieux. Alors il n'y avait pas que des musiciens, mais parmi les musiciens, il y avait des interprètes, mais aussi des compositeurs ou que des interprètes? Il y avait aussi des compositeurs, par exemple Richard Strauss, qui était même sur la liste spéciale des artistes spécialement irremplaçables au sein de cette liste. Oui. Et il y avait assez peu de musiciens finalement, mais les trois irremplaçables, c'était Hans Pfitzner, Richard Strauss et Wilhelm Furtwängler.
Mhm. Et le conflit évoluant, comment est-ce que le régime nazi, est-ce qu'il a modifié sa politique artistique? Est-ce qu'il l'a durci? Est-ce qu'il a changé son orientation? Alors justement, c'est vraiment toujours un grand écart entre Rosenberg, l'idéologue, et Goebbels, le ministre de la propagande. Et en fait, ils sont jamais d'accord sur les politiques à mener. Rosenberg, lui, est pour une politique très dure, que des Ariens qui aient le droit de jouer. Et Goebbels, lui, essaye toujours de faire en fonction de l'opinion publique en matière de goûts musicaux. C'est pour ça qu'il essaye de nazifier le jazz, il essaye de nazifier le cabaret, il essaye de mettre en valeur Paul Hindemith, qui est finalement jugé trop moderne. Donc il y a toujours des grands écarts très bizarres qui expliquent notamment que le jazz n'a jamais disparu de l'Allemagne, malgré ce qu'on peut penser aujourd'hui. Mhm. Et est-ce que on parlera après de l'après-guerre, qui est une période absolument passionnante, mais est-ce que jusqu'à la fin, cette politique musicale a maintenu son cap quand même extrêmement dur? Oui, le cap a toujours été maintenu. Il y a eu quelques initiatives isolées, mais c'était de toute façon pour de la propagande. Par exemple, le groupe Charlie and His Orchestra, qui est un groupe de jazz de propagande nazie. Mais globalement, la ligne a été suivie jusqu'à la fin et même radicalisée avec la prise de pouvoir de plus en plus importante au fil des années de Rosenberg. Bye.
Un extrait des Maîtres chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner, bien sûr, l'orchestre de la Schatzkapelle de Dresde dirigé par Karl Böhm en 1938. Élise Petit, il y a une grande partie de votre livre évidemment qui traite de l'Allemagne sous le Troisième Reich, mais aussi une période que l'on connaît, en tout cas en France, beaucoup moins, qui est la période d'après-guerre jusqu'à l'aube donc de la guerre froide. Comment ça s'est passé? Parce que il y a évidemment ce qu'on appelle la dénazification, et on comprend en lire votre livre que ça a été fait de façon parfois un petit peu légère. Rapide. Ah oui, rapide, oui, c'est ça, oui. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y avait ces 4 alliés, donc principalement américains, soviétiques, et puis les Britanniques et les Français, qui se sont rapidement, eux, alignés sur la ligne américaine. Mais dès 1945, il y avait des désaccords idéologiques tellement forts entre soviétiques et américains que ça s'est transformé en lutte d'influence et que chacun a voulu prendre le pouvoir dans sa zone et l'étendre au reste de l'Allemagne. Donc, au début, les Américains voulaient une dénazification extrêmement stricte, ce qui fait que dans leur zone, d'ailleurs, dans les premiers temps, la vie musicale est très problématique parce que presque tout le monde était un peu soupçonné d'avoir collaboré avec le régime. Ouais. Et au fur et à mesure que les soviétiques essayent de récupérer les artistes, ils se rendent compte qu'ils vont se retrouver sans personne. Et justement, quand les soviétiques invitent Furtwängler à diriger dans leur zone, c'est là qu'ils se disent, bon, on va accélérer le procès Furtwängler. Furtwängler est blanchi très rapidement et même à partir de 1947, la politique de dénazification s'arrête totalement. Donc tous ceux qui étaient encore suspects sont blanchis massivement. Dont Böhm, par exemple. Karl Böhm, Elisabeth Schwarzkopf, Karajan, tous les grands noms qui étaient restés pendant la guerre et qui avaient collaboré avec le régime ont été innocentés. Et alors, Élise Petit, est-ce que se dégage donc après cette période pour les artistes allemands, est-ce qu'il y a quelques lignes directrices qui se dégagent ou est-ce qu'il n'y a que des cas personnels, que des cas individuels? Alors là aussi, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir ce qui se fait dans la zone soviétique et dans la zone américaine. Les soviétiques, eux, sont toujours sur l'idéologie du réalisme socialiste qui, par bien des aspects, est très proche de l'esthétique nationale-socialiste. Oui, c'est-à-dire que, excusez-moi de vous interrompre, mais l'esthétique était, il fallait quand même que la musique soit accessible à un large public. Donc voilà, il y avait beaucoup de propagande en faveur du régime, en faveur du communisme. Il fallait que la musique ne soit pas du tout moderne. Voilà, et ce concept de dégénérescence a été très rapidement repris d'ailleurs à l'Est, et ça a complètement conditionné la création musicale dans la zone américaine, puisqu'il a fallu faire de l'anti-soviétisme, et ça a donné lieu à des esthétiques radicalement modernes, puisqu'on ne voulait aucun propos politique. La musique devait être dénuée de toute idéologie. Donc cette musique contemporaine, de même que l'expressionnisme abstrait, toutes ces esthétiques ont été encouragées justement comme une forme d'arme dans la guerre froide culturelle.
L'orchestre symphonique allemand de Berlin dirigé par Roger Hepple, c'était un extrait de In Memoriam Bertolt Brecht de Paul Dessau. Élise Petit, deux Allemagnes évidemment vont voir le jour après-guerre, deux Allemagnes donc deux esthétiques musicales différentes, distinctes. Voilà, si on résume à grands traits, on Oui. pourrait dire qu'en Allemagne de l'Est, c'était toujours l'esthétique du réalisme socialiste qui était encouragée. Mais l'extrait qu'on vient d'entendre est très intéressant parce qu'il montre aussi que justement, il y a quand même une forme de modernité qui a pu s'exprimer. Les artistes n'étaient pas menacés de mort, mais ils étaient Dessau était en Allemagne de l'Est. Hein, Ils étaient plutôt mis à l'index s'il déplaisait. Et puis en Allemagne de l'Ouest, on a encouragé toujours cette modernité, bien que certains compositeurs aient choisi de retourner vers une forme de néoclassicisme également. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même deux grandes tendances. Très bien, merci beaucoup Élise Petit. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de paraître aux presses de Paris-Sorbonne, Musique et politique en Allemagne, du Troisième Reich à l'aube de la guerre froide. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Béatrice Trichet, à la technique Catherine Dérété, attachée de production Annick Aumier sur notre site francemusique.fr. Vous pouvez retrouver tous les renseignements relatifs à la programmation musicale de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et vous souhaite bien évidemment une excellente journée à l'écoute de France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.